On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, beaucoup d'actualités autour d'Apple et de la planète high-tech. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Alors que RIM, rebaptisé BlackBerry, présentait de nouveaux smartphones, la fine équipe d'On refait le Mac se penche sur l'avenir du constructeur canadien et ses dernières créations. Gros plan également sur le nouvel iPad, doté de 128 Go, mais également sur l'iPhone mini dont les premières images commencent à transpirer sur la toile. Sans oublier, retour sur Tim Cook, le patron d'Apple est-il aujourd'hui fragilisé, comme l'a affirmé cette semaine Les Échos. Débat, on refait le Mac, épisode 126, BlackBerry, Tim Cook, vous avez dit fragile ? Avec comme chroniqueur, ou plutôt chroniqueuse cette semaine, Fanny Bouton du site fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier, ça va ? Ça va bien, la Fanny's Party des 10 ans s'est bien passée, on enregistre juste le lendemain, donc on est tous un petit peu fatigués. Oui, c'est les petites serres, mais on s'est couché un peu tard et tout. Non, c'était bien, c'était très très bien. On a vu plein de chouettes produits, on a eu un beau concert avec Evergig, je vous en parlerai à la fin, c'est mon coup de cœur. Autre chroniqueur récurrent, autre personnage dont on refait le max, il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance. Visage masqué, bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Bon, ce soir, je suis spolié de ma victoire et je commence, on refait le Mac assez triste, parce que pourquoi ? On va parler d'iPad 128 Go, d'iPhone mini, j'ai l'impression, et Cédric est pas là et Rodrigo. Tu veux dire que des prévisions foireuses de Monsieur X, c'est ça que c'est ? Absolument. Mais celles-là, elles sont arrivées. Non, mais nous n'avons pas Cédric ni Rodrigo. Cédric qui est à New York, qui sera avec nous la semaine prochaine. Et c'est dommage qu'on devait parler avec lui de BlackBerry, mais nous y reviendrons plus tard dans cette émission. Et Rodrigo qui est un petit peu fatigué, on lui fait de grosses bises, mais ils sont avantageusement remplacés par Alexandre Lenoir du magazine Acriade. Bonjour Alexandre. Salut Olivier, tu m'as l'air fatigué toi aussi, non ? Ouais, les semaines sont bien remplies en ce moment. Je le disais en préambule, mais toi, t'as l'air en pleine forme, voilà. Ça va. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Fanny également quand même. Merci. Ouais. Merci. Ah ouais, il fallait dire joyeux anniversaire, mais c'est bon, d'accord. Non, c'est 10 ans. Ouais. La Fanny's Party quand même. Bon, d'accord, c'est vrai, tu bu trop de bière, ça doit être pour ça. Hier. C'est l'événement high-tech de la semaine, c'est bien sûr le renouveau de RIM, le constructeur canadien, qui ne s'appelle plus RIM apparemment, ça vient de tomber, mais BlackBerry, le nom de ces célèbres smartphones, des nouvelles versions, des nouveaux modèles qui ont été présentés aujourd'hui, nous enregistrons le mercredi, des modèles très attendus pour recréer une dynamique autour de la marque canadienne qui était en perte de vitesse ces dernières années face à l'émergence de l'iPhone et plus récemment d'Android. Qu'est-ce que vous en avez pensé, mesdames, messieurs ? Vous avez suivi la keynote en direct sur le net. Deux modèles qui ont été présentés, le Q10 et le Z10. Un modèle plutôt innovant, le Z10, tout à fait nouveau avec un nouveau système d'exploitation. Le Q10 qui est plus classique, qui reprend le clavier physique des anciens modèles. Alors, vos premières impressions, on y reviendra bien sûr plus longuement la semaine prochaine, mais allez, 2-3 mots. Peut-être on va commencer par Fanny. Première impression, c'est est-ce que ça va vraiment réussir à repercer le marché ? Parce qu'il y a plein de nouveautés, plein de petits trucs, mais il n'y a pas eu d'effet waouh, encore une fois. On attendait que BlackBerry nous fasse un truc, etc. Et en fait, tout se joue dans le software, a priori, plus que dans le hardware. C'est peut-être difficile au niveau hardware d'innover aujourd'hui, Alexandre. Ah ouais, mais bon, on attendait encore un petit peu. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs géniaux. Moi, j'adore le nouveau système de dictionnaire où tu peux passer de l'anglais au français en tapant et ça te lance les mots, ça t'écrit les mots au fur et à mesure. Dans n'importe quelle langue, t'as pas besoin de basculer d'un dictionnaire à l'autre. Le nombre de fois où le iPhone me corrige des mots qu'il ne devrait pas et que du coup, il me fait des phrases en franglish tout à fait pourries. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a surtout tout ce qui est notification des réseaux sociaux, des mails, etc. Cette fameuse nouvelle interface qui est hyper intéressante et j'ai hâte de tester. On sait que là, le fonds de commerce historique de BlackBerry, Alexandre, c'est plutôt l'entreprise. Il y avait une innovation aussi de ce côté-là en faisant coexister deux environnements, des données issues de l'entreprise et des données plus personnelles. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Oui, tout à fait. Dans le nouveau BlackBerry 10, donc qui est le système d'exploitation le nouveau système d'exploitation de BlackBerry, on peut faire coexister deux environnements différents, un environnement personnel, un environnement pro. Les deux sont complètement hermétiques l'un à l'autre.
Par contre, on passe de l'un à l'autre avec une gestuelle sur l'écran. Et on peut moduler le niveau de sécurité. Voilà, exactement. Donc on peut jouer à Angry Birds sans risquer de polluer son compte professionnel ou sa messagerie pro. Alors, j'ai trouvé globalement le système assez séduisant visuellement. Il y a des belles choses. Effectivement, paradoxalement, le défenseur du clavier physique a fait, je pense, un des meilleurs claviers tactiles, en tout cas vu de loin pour l'instant, du moment, avec une écriture prédictive assez intéressante, le dictionnaire, comme disait Fanny. Il y a pas mal de petits trucs sympas. Au niveau du hardware, j'ai trouvé quand même que le Z10 ressemblait énormément à un iPhone 5. Je ne sais pas si je suis le seul à y avoir pensé, mais c'est quand même avec flagrant. un écran légèrement plus grand. Allez, dirons peut-être, mais 4,2 pouces. La forme est strictement identique. On va voir ce que ça donnera. Comme quoi, si Apple continue à inspirer d'autres constructeurs, c'est que finalement ils sont plutôt dans la bonne voie. Mais passons. Oui, certainement. Bon, après, alors ta question, c'est de savoir si tout ça suffirait à relancer, à redynamiser, renaître. Écoute, je sais pas. Moi, à l'époque, je m'étais carrément planté. Je pensais que BlackBerry aurait de bonnes chances sur le marché des tablettes avec la Playbook, parce que comme Apple, ils avaient un environnement logiciel, matériel complètement maîtrisé, et c'est installé également. Une catastrophe. On va voir ce qu'ils font avec ça. Ils ont apparemment un catalogue d'applis qui est solide dès le départ, ce qui n'était pas le cas de 70 000. Voilà, ce qui n'était pas le cas de Windows Phone il y a quelques mois. Ils ont une base d'utilisateurs qui est quand même conséquente. Est-ce qu'ils vont switcher vers un autre OS ou est-ce qu'ils vont conserver BlackBerry? Il faudra voir. Bon, mais c'est assez prometteur comme ça, hein. Vu de loin, c'est plutôt pas mal. Voilà. Moi, je reste assez sceptique. C'est par rapport aux entreprises que j'ai beaucoup de mes collègues qui, pendant la conf, disaient ouais, c'est génial, en effet, ça va relancer. On va enfin avoir un seul produit pour le divertissement et le pro. Moi, pour que c'est pas déjà le cas. Personnes qui ont le BlackBerry, ils ont 2 téléphones pour l'instant. Ils ont le BlackBerry pour ceux qui utilisent un BlackBerry, mais ceux qui utilisent un Android ou un iPhone dans l'entreprise, voire un Windows, qui est donné par l'entreprise. Ça marche aussi. Je pense que mais je pense que les entreprises qui sont encore BlackBerry, elles n'ont pas envie de voir le divertissement arriver dans le produit. C'est un bon argument, ce que dit Fanny. J'ai peur que ça suffise pas. J'ai peur que ça suffise pas à relancer en entreprise le BlackBerry. Après, le concept est intéressant en effet. Alors, il a des arguments aussi, c'est qu'il lui sera compatible 4G, contrairement à l'iPhone 5 du moins pour le moment, à moins que Bouygues arrive à ouvrir son réseau en France en 1800 MHz, ce qui permettrait de rendre compatible l'iPhone 5 qui sont actuellement commercialisés en France avec les réseaux 4G français. Monsieur X, votre impression sur ce nouveau modèle? Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il casse les prix. Ce qui serait proposé, il y a déjà un opérateur qui a annoncé sa commercialisation pour le mois de février, le 1er février 2013. C'est Bouygues Telecom à un prix canon, entre 90 et 99 euros, chez BNU notamment. Votre impression? Donc, d'abord pour préciser ce que tu avais dit, effectivement la société change de nom. De nom, ça s'appelait RIM, il faisait le produit BlackBerry, la société maintenant s'appelle BlackBerry, donc du nom de son produit phare, ça simplifie les choses et ça c'est bien. Moi le produit, je l'ai pas eu entre les mains, mais pardon, je les trouve tous les deux assez beaux et assez réussis, ça compte. Et puis après, plus sérieusement, moi je pense qu'il y a une vraie place encore à prendre pour les smartphones en entreprise. Je suis pas du tout d'accord avec Fanny sur le fait que les entreprises maintenant aient peur que les gens puissent avoir des jeux sur leur smartphone pro. Tout le monde a des smartphones dans la poche, tout le monde perd du temps à aller sur les réseaux sociaux. C'est un fait accompli. Mais non, donc on perd pas du temps, la peur, elle est plus là à mon avis. C'est pas la peur, c'est de le fournir. C'est de le fournir. Voilà. Bon, il y a quand même pas mal d'entreprises qui fournissent des smartphones aujourd'hui, ils peuvent pas bloquer l'installation d'appli. Donc je pense que cette peur-là, c'est un peu éloigné. En revanche, je pense qu'il y a vraiment encore une place à prendre dans l'entreprise parce que l'iPhone reste cher, ou alors tu te retrouves à distribuer une flotte d'iPhone 3GS. C'est mon cas, c'est quand même pas génial. Et puis c'est pas un produit pensé pour l'entreprise, même s'il y a un kit de déploiement des applications en interne. L'iPhone c'est bien adapté une fois de plus pour les petites PME, PMI. Android n'a pas vraiment non plus une politique rassurante vis-à-vis des directions informatiques et gestionnaires de flotte pour l'entreprise. Pour la même raison, stabilité logicielle et facilité de déploiement. Et Microsoft qui avait cette place avec BlackBerry, fait pas une entrée sur ce marché-là fulgurante. Et puis
Microsoft a pris un pari qui est tout autre, qui est le pari de l'innovation et d'une nouvelle interface. Donc BlackBerry revient dans l'entreprise avec un système et une interface qui ont l'air vraiment bien, mais en bâtissant sur ces fondamentaux qu'ont rassuré les entreprises et qui ont fait leur succès en entreprise, modèle clavier s'il y a besoin, et système d'exploitation, ils l'ont dit, il faut aller lire les articles, qui est totalement compatible avec les systèmes de déploiement de BlackBerry, avec la sécurité qu'il y a autour. Donc, moi je pense que si effectivement ils sont agressifs en prix, ils ont l'air de l'être dès maintenant parce qu'ils connaissent ce business-là. Moins de 100 € avec abonnement. Voilà, BlackBerry peut devenir le smartphone en entreprise. Voilà, le smartphone en entreprise, ce qui est une place qui n'est toujours pas prise. Il n'y a toujours pas de champion pour cette place. Surtout qu'on connaît, Alexandre, un petit peu la position d'Apple qui remonte déjà du temps de Steve Jobs concernant les stratégies pour reconquérir l'entreprise. Elle est toute simple, c'est le consommateur qui est accessoirement salarié qui va imposer ou qui imposerait l'iPhone pour Apple ou l'Android pour Google dans l'entreprise. Alors que traditionnellement, c'est plutôt le directeur informatique qui va faire un choix pour ses salariés. Ouais, chez Apple, j'ai envie de dire qu'ils ont même une position qui est un petit peu dramatique pour ceux qui aimeraient avoir des iPhones en entreprise. C'est-à-dire que Apple ne fait strictement aucun geste commercial envers les gens qui achètent des iPhones. Donc si vous en prenez 1000 ou si vous en achetez un, c'est grosso modo c'est le même prix pour le terminal. Et ça pose des soucis. Moi j'ai eu le cas d'une personne que je connais qui travaille dans un grand groupe français qui voulait déployer l'iPhone dans sa boîte et qui a fini par se rabattre sur un Galaxy S3 pour je sais pas, un millier de commerciaux peut-être parce qu'Apple ne voulait pas faire de prix sur l'iPhone. Donc surtout qui contacter dans ce cas de choses. Alors voilà, peut-être que chez Apple quelqu'un nous entendra pour dire ouais, rappelez-nous. Mais donc ta question c'est de savoir Apple aujourd'hui. C'est le client final qui demande le téléphone. L'iPhone dans l'entreprise, c'est aussi quelque part une sorte de récompense, un truc gratifiant. Regarde Monsieur X, il a un beau 3GS, qu'il a bien travaillé. Voilà. Je me marre. Non, mais Monsieur X travaille pour une petite entreprise qui n'a pas les moyens, donc c'est ça doit être ça. Faut qu'elle fasse des économies, tu as raison. Vas-y, excuse-moi, Alex. Non, mais c'est vrai, oui. L'iPhone et d'une certaine manière Android aussi sont des produits qui sont rentrés dans l'entreprise non pas par les DSI mais par le client final. Ouais, tout à fait, tu as raison. Alors sur le BlackBerry, c'est plutôt le contraire. Alors est-ce que avec BlackBerry 10 ça va réconcilier le consommateur et le DSI? Est-ce que ce sera tout l'enjeu à mon avis? En tout cas, BlackBerry, vous l'avez dit, l'entreprise, c'est son cœur de métier, bien que les choses ont bien évolué, puisque ces dernières années, c'était plutôt les jeunes qui poussaient BlackBerry, parce que c'est vrai qu'ils aimaient beaucoup le BBM, l'instant messaging, la messagerie instantanée, les claviers physiques également. Ils continuent d'ailleurs avec le clavier physique, avec le modèle d'entrée de gamme, le Q10 de mémoire. Donc puis ils ont quand même, ils réattaquent le marché des jeunes. Ils relancent une nouvelle version au BBM avec le BBM vidéo. Voilà, on va pouvoir faire de la vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, ils ne ciblent pas que le marché de l'entreprise, même s'il y a une belle base installée. Pour eux, la priorité est au marché émergent, avec des prix très attractifs. C'est tout ce qui manque à Apple aujourd'hui. Sincèrement, je n'y crois pas. Définitivement, je l'ai dit, je crois peut-être la dernière fois qu'on a fait une mission ensemble, je ne crois pas qu'Apple se batte pour les parts de marché. Apple se bat pour la marge. Apple se bat pour la marge et ils vont pas sacrifier leur marge pour faire des parts de marché dans un pays aussi émergent soit-il. Oui, je suis d'accord avec toi, Alexandre. Ils privilégient la marge, mais on peut faire un produit d'entrée de gamme de marge. Quelque part, cet iPad mini est un produit d'entrée de gamme par rapport à l'iPad 4 qui est quand même beaucoup plus cher. On peut faire un produit d'entrée de gamme avec un écran plus petit. On peut faire un iPhone avec des composants moins sophistiqués que l'iPhone 5 et demain l'iPhone 5S, c'est le monde un peu moins cher. Dans ces cas-là, tu vas te heurter à un problème qui va être de dire bah oui, mais regarde, mon produit il est plus petit, il est moins performant, mais il est aussi cher qu'un qui est mieux, plus performant, oui, ça marche pour l'iPad mini. Ça marche pour l'iPad mini. L'iPad mini n'est pas un produit bas de gamme. Mais c'est pas un produit bas de gamme, c'est un produit d'entrée de gamme. C'est la différence. Oui, voilà, mais il reste au demeurant $200 plus cher que n'importe quelle tablette 7 pouces. C'est le même exemple qu'aujourd'hui, qu'Apple est positionné sur les produits d'entrée de gamme
avec les iPods, il y a une gamme pléthorique d'iPod aujourd'hui, le Shuffle, le Nano, le Touch de 5e génération, le classique, et il couvre un large spectre, une large gamme de prix et des besoins différents. Alors là, c'est assez différent parce que sur le marché tout en restant sur un positionnement premium. Tu es sur le marché du baladeur MP3, qui est un marché qu'Apple a dominé de la tête aux pieds depuis le début et qui est en déclin. Donc je pense qu'aujourd'hui, plus personne, à part peut-être des Chinois, ont envie de faire des baladeurs MP3 bas de gamme. Tu vois ce que je veux dire ? Apple maîtrise le marché et il s'éteindra quand il s'éteindra, mais personne n'a envie d'aller concurrencer. Tu ne crois pas à l'arrivée d'un iPhone d'entrée de gamme ? Pardon, excuse-moi. Tu viendrais pas, donc tu ne crois pas au scénario selon lequel un iPhone d'entrée de gamme arriverait pour remplacer le 4 et le 4S aujourd'hui? J'ai du mal à y croire. En tout cas, c'est le positionnement prix auquel le public l'imagine que j'ai du mal à croire. Si tu veux. Quand tu as un BlackBerry Z10, puisqu'on parle de ça depuis tout à l'heure, qui est positionné, on va dire, à $100 ou à 100 € avec peut-être des subventions opérateurs, voilà. J'ai du mal, moi, à voir Apple arriver sur ce marché-là avec un produit à $100 avec des subventions opérateurs. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi est-ce qu'ils le feraient aujourd'hui ? Parce que le marché évolue. Fanny. Pourtant, là, justement, il y a une question de Mathieu Chabod qui dit Apple ne se serait pas lancé dans le pas cher, entre guillemets, volume vs marge avec l'iPad mini. Est-ce qu'elle pourra sortir de cette tendance et donc, justement, ne pas aller vers ce fameux iPhone mini J'ai envie que ce soit Monsieur X qui répond à cette question, parce que c'est lui la première personne. Oui, c'est la première personne, il y a plus d'1 an, à nous avoir parlé, même plus que ça, plus de 18 mois, presque 2 ans, à nous avoir parlé dans ce podcast de l'arrivée de ce qu'il appelait lui un iPhone Nano, à savoir un iPhone d'entrée de gamme et élargir la gamme. On sait qu'Apple y travaille depuis des années, qu'ils n'ont pas fait le choix d'y aller, privilégiant plutôt les anciens modèles. Votre réponse, Monsieur X? Ils vont y aller, c'est sûr. Alors ils vont y aller. Oh là là, attention. Ils vont y aller. C'est une prévision, c'est une certitude. Ils vont y aller certainement d'une manière différente des autres, c'est-à-dire que ils vont pas tirer les prix vers le bas à mort, comme on dirait. Mais dans la suite logique de ce qu'ils ont fait avec l'iPod, ils vont proposer un modèle d'entrée de gamme pour l'iPhone. Ça, pour moi, c'est sûr. Après, pourquoi le fait de reconditionner, de continuer à vendre des modèles plus anciens, tu penses que c'est pas assez Non, c'était une très bonne idée. C'était une très bonne idée. Mais je crois que c'est Rodrigo qui disait ça la dernière fois. J'étais d'accord avec lui. Ils ont atteint le bout du truc. La corde est vachement usée. Parce qu'aujourd'hui, si tu peux pas te payer un iPhone 5, tu as le choix entre un iPhone 4 2 générations avant ou un Galaxy S3 mini flambant neuf, tu vois. Un 4S entre les deux quand même. Ouais, mais il est pas gratuit. Non, il est pas gratuit, on est d'accord. Bon. Oui, et puis le design, il a 2 ans quand même. Et donc, c'est vrai que quand les gens achètent un smartphone, qu'ils aient un gros budget ou un moins gros budget, je pense que c'est un réflexe normal. Hein. C'est de la nouveauté. Pour eux de pouvoir s'acheter, le dernier produit. Donc, je pense qu'ils ont tiré un peu jusqu'au bout ce truc-là, et qu'ils ont besoin d'un vrai produit d'entrée de gamme. Maintenant, et ils vont le faire. Et il va être plus cher que les produits d'entrée de gamme Samsung. Voilà, donc ça sera, comparé à la gamme Samsung, un milieu de gamme. Ouais. Bon, maintenant, la vraie question, c'est quelle est leur motivation derrière ? Est-ce que c'est simplement une protection d'avoir un produit pour pas perdre des clients qui partent chez Samsung et leur vendent quand même quelque chose, mais un produit qui est pensé pour se protéger un petit peu en termes de part de marché, même si c'est pas leur obsession. Donc un peu un produit défensif, comme ils l'avaient fait à l'époque avec le Mac Mini. Tu l'as là, le produit défensif, Monsieur X. C'est un produit défensif, l'iPad Mini. S'il n'y avait pas eu le Galaxy Nexus 16, il n'aurait jamais sorti. Ils étaient seuls sur le marché. Ou alors, donc est-ce que ça va être un produit défensif qui est juste comme le produit de base, l'iPhone 5, avec un peu moins de fonctionnalité peut-être et un prix un peu plus serré, ou est-ce que ça va être un vrai produit offensif, c'est-à-dire pour le bénéfice d'avoir un prix plus serré, ils vont repenser le produit et ça va pas être juste moins de choses et un prix un peu plus serré, mais vraiment repenser l'usage autour d'un marché cible qui a ses spécificités, qui sont effectivement les jeunes ou les gens qui ont un budget un peu plus serré, et avec ça ils pourraient tenter de dire voilà, l'iPhone mini c'est votre premier smartphone, mais c'est un vrai smartphone, c'est pas un iPhone en moins bien, il fait des choses différentes
différente. Et c'est cette partie différente qu'il faut penser en termes de logiciel. Voilà. Et là, moi, c'est là où je suis pas très optimiste. Je pense que s'ils font un iPhone mini, ça sera juste un iPhone plus petit, moins cher et moins rapide. Voilà. D'accord. En tout cas, il y a un élément important dont on n'a pas parlé la semaine dernière. On est longuement déjà revenu sur ce sujet-là la semaine dernière sur les résultats que la bourse a jugé décevants de l'iPhone. C'est qu'entre-temps, entre le moment que tu décris, Alexandre, où Apple n'avait pas le besoin de descendre en gamme, c'est une période où les vaches étaient peut-être un peu plus maigres. On n'était pas dans une période de crise. Pour en avoir longuement discuté avec Ignatius, notre secrétaire de rédaction, ici à Ecriat, qui me l'a reproché de ne pas avoir parlé de la crise. C'est quand même un phénomène important qui fait que le pouvoir de chasse est quand même érodé, qu'aujourd'hui les opérateurs sont moins enclins à subventionner ces appareils et que les gens prennent conscience du vrai coût d'un appareil comme un iPhone 5, alors qu'avant, entre guillemets, tout le monde pouvait faire plus ou moins le sacrifice d'avoir un iPhone 4 ou un iPhone 4S puisqu'il était payé, entre guillemets, par l'opérateur et que le système de vente associé à l'abonnement, on n'avait pas vraiment conscience du prix d'un téléphone important. Aujourd'hui, avec les opérateurs low cost, l'émergence de ce type de commercialisation de téléphone et d'abonnement, on en prend conscience. Il faut peut-être réfléchir et penser, pour paraphraser Apple, différemment. Pour revenir à cette idée d'un iPhone d'entrée de gamme, il y a quelques images qui ont commencé à circuler sur Internet. On y a beaucoup pensé ici à la rédaction d'Icriet de l'arrivée possible d'une version, je dirais, téléphonique de l'iPod Touch tel qu'on le connaît de 5e génération, tout en aluminium et en plusieurs couleurs. Alors, quelles sont les caractéristiques et le design? Il reprendrait celui l'iPod Touch 5G, 5e génération, un design plus fin, avec de l'aluminium, avec des couleurs différentes, un produit donc qui serait nettement différent en termes de design de ce qu'on connaît aujourd'hui de l'iPhone 4. Est-ce que ça vous semble une piste crédible, messieurs, dames, aujourd'hui? En tous les cas, ça serait une bonne nouvelle parce que ça serait un produit vraiment différencié par rapport à l'iPhone en essayant vraiment de recomposer le concept autour de la cible que représentent les jeunes. Donc je ne sais pas si cette rumeur est vraie, évidemment, mais il y a des images en tout cas qui sont là. Alors on ne sait pas si c'est un iPod Touch recarrossé, on ne sait pas trop d'où ça sort, mais en tout cas c'est intéressant à voir. Est-ce qu'on a une question avant de laisser la parole à Alexandre? Une question, Fanny, peut-être autour de l'environnement d'un iPhone moins cher ou pourquoi pas toujours de BlackBerry? Non, la seule question c'est est-ce que justement le iPhone va être détrôné par l'arrivée du nouveau BlackBerry? Bon, ça c'est quand même assez peu probable. Je pense pas, vu la base installée aujourd'hui. Hein. Voilà, et non, après vraiment, c'est toujours est-ce qu'il va arriver ou non? Est-ce que Monsieur X fait des prévisions foireuses ou non? Oui. Regardez l'iPad 128 Go dont on va parler bientôt. On va parler dans un petit instant. Ça justement, on a une question pour toi, Monsieur X, là-dessus. Alexandre. Ouais. Un iPhone qui serait un iPod Touch avec une fonction téléphonie, moi j'ai envie de dire que ce serait un iPhone haut de gamme. Tu vois l'épaisseur d'un iPod Touch. Ouais, c'est un argument. Apple, avec sa manie de vouloir tout réduire en épaisseur, etc. Donc à droite, il y a un iPhone 5, et à gauche, tu as un iPhone 5, un iPod Touch 5G. Vas-y, superposez, ce sera plus clair. Quand tu les mets comme ça, tu vois que il y a une légère différence d'épaisseur, tu vois quand même quelques millimètres. S'il devait y avoir un iPhone plus fin, ce ne serait pas un iPhone d'entrée de gamme, ce serait un iPhone haut de gamme, pour moi. Qu'est-ce que tu veux retirer là-dedans? Qu'est-ce que tu peux retirer D'accord. Sincèrement. En termes de batterie, sachant que ça consomme plus avec la fonction téléphone. En plus, voilà. Mais tu vas pas faire un iPhone d'entrée de gamme qui n'est pas au moins la 3G, un GPS, etc. Ou alors ça se vendra. Mais le fait par exemple, de ne pas mettre la dernière génération de puces, qui serait peut-être moins... Enfin, je sais pas, qui consommerait moins d'énergie. Mais on revient à ce que disait Monsieur X dans ces cas-là, ce serait un iPhone moins rapide, et je suis pas sûr que ça intéresserait les clients de payer 150 ou 200 $ plus cher un iPhone moins rapide que un BlackBerry, un Samsung, voilà. En tout cas, Alexandre, c'est en tout cas la stratégie qu'Apple a adoptée, tu en conviendras, sur l'iPad mini. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis au niveau du prix, c'est qu'aujourd'hui l'iPod Touch, il est vendu 329 €, le modèle que tu nous as présenté aujourd'hui. Je serais intéressé de savoir comment il pourrait le vendre moins cher, le même modèle qui téléphonerait en plus. Mais on va voir, et Apple n'est pas à sa première surprise. En tout cas, souvenez-vous, nous étions tous ensemble lors du lancement de l'iPhone 5 en septembre dernier, de l'annonce de la nouvelle génération d'iPod Touch qui nous avait un petit peu surpris, notamment par rapport à son positionnement tarifaire 329 €. Moi, à l'époque, j'avais été un peu surpris de
de l'énergie qu'avait dépensé Apple pour casser le design de son iPod Touch, pour le valoriser autant par rapport au reste de la gamme. C'est vrai qu'il fallait le valoriser par rapport à l'iPad mini, qui valait que quelques dizaines d'euros plus cher. Et ça n'a apparemment pas fonctionné parce qu'apparemment ils n'en ont pas vendu des tonnes d'iPod Touch contrairement à l'iPad mini. L'idée c'est qu'on sait qu'Apple, où je veux en venir, c'est qu'on sait qu'Apple aime bien tester des process de fabrication, des designs, des process, des architectures sur des produits. Souvenez-vous la NuBuddy qui est d'abord arrivée sur une gamme assez exotique à l'époque, qui était le MacBook Air il y a des années, qui a été généralisé au reste de la gamme. Est-ce que quelque part Apple, avec ce modèle-là qui est quand même assez cher aujourd'hui, c'est un nouveau modèle avec un nouveau process de fabrication, un nouveau design, une nouvelle chaîne, un nouveau process d'application de la couleur qui est assez inédit, puisque je cherche un processus chimique qui est testé. Il y a plusieurs couleurs, c'est assez original dans la manière où c'est fait, c'est pas de la peinture. Est-ce que quelque part, avec cet iPod Touch, c'est pas un laboratoire à grande échelle d'Apple, on sait qu'Apple l'a fait dans le passé, pouvoir arriver et adapter ce process de fabrication, peut-être pas ce design complètement, mais ce process de fabrication à un téléphone de moyenne gamme ou à d'entrée de gamme. Enfin, je sais pas, je vais essayer de te paraphraser. On comprend pas ce que c'est l'iPod Touch en termes de positionnement marketing, mais est-ce que le châssis, la coque, est pas une base pour un futur iPhone mini? C'est ça ta question? Oui, est-ce que ça ne va pas resservir pour un iPhone mini? Non, on sait qu'Apple, dans le passé, souviens-toi, je donnais l'exemple du MacBook Air, l'Unibody, ils l'ont testé sur des petites séries au départ. Une petite série qui était quand même le MacBook Air. Bon, après, ils l'ont généralisé au reste. Est-ce que quelque part, ce process de fabrication qui est propre aux iPods aujourd'hui, qui est propre à l'iPod Touch, et toute l'énergie qu'ils ont mis pour casser autant le design qu'auparavant, c'est parce que ce process, ils vont le mutualiser à d'autres modèles et ça pourrait être le prochain iPhone entrée de gamme. J'espère qu'il va y avoir justement toutes ces gammes de couleurs. Là, le bleu que nous a montré Alex, je l'ai aussi, il est très très beau. Et il y a plein d'autres couleurs. Le rouge est magnifique aussi. J'espère que ce process va être appliqué au téléphone. Honnêtement, c'est bien et ça a l'air assez solide en plus. Donc, contrairement à d'autres, le revêtement là du iPhone 5 noir qui se barre un peu. En fait, c'est mieux ce qu'il y a là-dessus. Alexandre, on sait qu'Apple est coutumier du fait. De manière discrète, sur un modèle, ils vont te mettre une petite innovation et puis finalement, elle va te généraliser au reste de la gamme. Là, c'est plus qu'une innovation, ils cassent complètement le design. C'est aussi un design qu'on retrouve sur celui-là, sur le mini. Oui, tout à fait. La différence de la couleur, mais bon... oui, pourquoi pas, c'est peut-être une piste, effectivement. Moi, le MacBook Air était un peu un produit de rupture, dans le sens où... Totalement. Voilà, c'était, on va dire, entre l'Ultrabook ou le Netbook et le portable. Et il a ouvert encore une nouvelle génération de portables derrière. Alors que l'iPod Touch, c'est une évolution. Alors effectivement, le design évolue, mais le produit, la base, il existe depuis quand même déjà de 4 ou 5 ans. Mais oui, pourquoi ce design-là ne serait pas appliqué dans le futur, en tout cas ce procédé de fabrication à l'iPhone qui sortirait un petit peu enfin du blanc et du noir. Oui, pourquoi pas. Bien, en tout cas, une chose est sûre, il y a la nouveauté qui n'est pas forcément révolutionnaire, qui est arrivée chez Apple cette semaine. En tout cas, elle était annoncée, c'est l'arrivée d'un nouvel iPad, la version 4, qui arrive en version 128 Go. Certainement une manière de se différencier un petit peu également de la concurrence, se différencier aussi de l'iPad mini, qui on sait cannibalise pas mal les ventes de l'iPad aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Monsieur X, c'est quelque chose que vous nous attendiez depuis longtemps. Vas-y, Fanny, je t'en prie. Il y a Jean-Marie Massé qui pose une question de fond. Monsieur X va-t-il craquer pour l'iPad 128 Go alors qu'il a déjà 2 iMac à remplacer? Question donc, sous-entendu, rendre sa femme heureuse. Bah écoute, la réponse est dans la question. Donc j'ai remplacé un de mes 2 iMac qui a claqué, qui est mort. Et je viens d'apprendre, parce que j'ai quand même cherché chez pas mal de revendeurs qui font du SAV sur des modèles qui sont plus en garantie chez Apple, si je pouvais pas sauver la vie du deuxième, et tout le monde me répond non. Voilà, donc il va falloir que je remplace cette deuxième machine, et donc l'iPad 128 Go, j'en ai très envie, mais je vais pas le faire. J'en ai d'autant plus envie que mes filles ont laissé tomber mon iPad 3. C'est une cabale. Non, mais il a un coin tout mâché, et avec les produits Apple, j'avoue que je suis un peu maniaque. Non, pas qu'avec les produits Apple, monsieur, je vous rassure. Je pense qu'il y a quelqu'un chez Apple qui a une poupée vaudou, monsieur. C'est clair. Ah bah oui, j'en connais 2 ou 3, oui. Mais je suis allé traîner beaucoup sur l'Apple Store en ligne, voilà. Je suis allé traîner beaucoup, mais j'ai pas cliqué, je vais pas le faire, malheureusement. Alors, Alexandre, pourquoi maintenant un iPad 128 Go concrètement? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, pourquoi? À mon avis, pour satisfaire une partie infime de la clientèle, parce que
du type des professionnels qui sont en enregistrement, en vidéo, qui travaillent le son, l'image, etc. Parce que sinon, en dehors de ça, il n'y a pas un grand intérêt à avoir 64 Go de plus. Et alors moi, je trouve, alors pour être parfaitement honnête sur mon avis, bon, 128 Go pourquoi pas, mais je pense qu'Apple a perdu une bonne occasion de reconstruire sa gamme en retirant par exemple le 16 Go et en repartant du même prix à 32 et en refaisant sa gamme de 32, 64, 128 au prix de l'ancienne gamme. Voilà. Ils l'ont déjà fait par le passé. Sincèrement, je m'attendais à ce qu'ils fassent quelque chose dans ce genre-là, en retravaillant un peu les prix vers le bas. La marge, oui, la marge. Mais aujourd'hui, comment tu peux justifier que tu passes de 16 à 32 pour $100 et de 64 à 128 pour les mêmes $100? Voilà, tu as l'impression quand tu achètes 32 que tu payes les 64 de celui qui achète 128. Donc voilà, ça a quelque chose qui me gêne, moi. Et les tarifs d'Apple depuis 4-5 mois commencent à me gêner beaucoup, sincèrement. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Alors les prix, parlons-en. Petite parenthèse, le prix donc de ce 128 Go, 814 € en Wi-Fi, 944 en 3G. Voilà, on est au prix du MacBook Air quasiment. Hein, ouais, le MacBook Air coûte 1049 € en 64 Go. Hein. Il aura moins de moins. Non, c'est un peu fou ça aussi, avec moins de mémoire. Et le 32 Go et le 64 Go pardon, en version 4 coûte lui que 100 € de moins, 714 et 844 en version 3G. Effectivement, Alexandre, c'est un peu bizarre comme positionnement tarifaire, Monsieur X. Mais pour compléter ce que disait Alexandre, oui, ça va intéresser pas beaucoup de gens, il va pas y avoir beaucoup d'acheteurs, mais il n'y a pas que des professionnels. Il y a des gens qui vont avoir de l'argent et qui vont l'acheter. Moi, j'avoue que si j'étais un an en arrière, quand j'ai acheté mon premier iPad, je me serais posé la question de l'acheter. Que ce soit déraisonnable ou pas, c'est autre chose, mais pour un usage qui est la vidéo. Aujourd'hui, et Apple pousse dans ce sens-là, ne fait plus de lecteur de DVD dans ses ordinateurs, qu'ils soient iMac ou portable. Donc on va plus se servir des Mac pour mettre ses DVD en voyage, avoir les enfants qui regardent la vidéo, c'est devenu un usage tablette. Et un film HD, c'est ce que pousse Apple, doit être maintenant un fichier. Le format Blu-ray, ils l'adopteront jamais. Et donc ça fait entre 5 Go et 12 Go en fonction de la compression que vous utilisez. Bon, et si tu as un iPad 32 Go et que tu veux mettre des films HD qui sont un peu compressés pour tes gamins, t'en mets 5 x 4, 20 ou 5 x 5, 25. Ton iPad, il est plein avec 5 films, ton 32 Go. Ton iPad 64 Go, il est plein avec 10 films. D'accord ? Moi, j'ai une DVD Tech de 500 films. D'accord ? Donc, il y a de la place pour avoir un iPad où tu peux mettre 20-30 films en HD sans avoir à les retirer, à les remettre, à les retirer, à les remettre. Des raisons de plus pour retirer le modèle 16 Go de la gamme. Oui, et puis c'est manière aussi. Non, après, c'est juste un positionnement luxe. Et puis, je pense que pourquoi ils n'ont pas fait le dégrafage en prix, ça c'est simplement une question de tactique de vente. Ils regardent leur chiffre de vente en ce moment. Il y a toujours un très très bon volume de vente sur l'iPad 16. Tant qu'ils se vendent à ce prix-là, on le baisse pas. Ils devraient le faire, mais tant qu'il n'y a pas d'urgence. C'est comme un peu comme l'iPhone d'entrée de gamme. Tant qu'il n'y a pas d'urgence, tant qu'ils vendent tout ce qu'ils produisent et qu'ils ne feront pas de stock, ils ne vont pas baisser le prix. Même si tu as raison au niveau marketing, Alexandre. En tout cas, peut-être qu'il faudra attendre l'arrivée d'une prochaine génération d'iPad. On sait que traditionnellement, ils arrivent en mars. Là, bon, comme ils ont été mis à jour au mois d'octobre, au bout de 6 mois, il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps et peut-être attendre après l'été. Il y a quelques images qui ont commencé à circuler cette semaine de ce qui pourrait être le prochain design de l'iPad 5. Et il ne faut pas aller chercher très loin. Il reprendrait le design de ce modèle. Regardez les images. En gros, c'est le dos. C'est une photo d'un dos qui a fuité chez 9 to 5 Mac notamment, où on voit effectivement une version plus grande du dos d'un iPad mini. Il serait logique, Alexandre, c'est une habitude chez Apple d'harmoniser les designs entre les différents modèles, et il n'y a aucune raison que l'iPad ne ressemble pas à l'iPad mini à terme. Oui. Bon, je pense que la piste est je vais pas dire solide parce que c'est toujours compliqué avec les rumeurs, mais bon, il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Oui. Connaissant Jonathan Ive, c'est assez cohérent. Enfin, connaissant. Il faut simplement imaginer que s'ils font ça, c'est qu'ils ont réussi à redesigner les batteries pour avoir autant de puissance dans moins de volume, ou trouver un processeur qui consomme encore moins, qui serait comme, faut le savoir, la prochaine génération de processeurs Apple, donc qui serait plus performant, moins consommateur en énergie. Voilà. Et puis l'écran.
Et l'écran il faudra du Retina aussi fin que ça. Aujourd'hui, c'est pas possible également. Donc, il faut attendre la prochaine génération des écrans. Donc, les écrans Isco, notamment, de chez Sharp. Ce serait sans doute une belle prouesse technique, alors que le design existe, qu'il travaille dessus, oui, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ouais. Et puis peut-être on le voit arriver dans un iPhone Nano aussi, mais je me répète, l'iPhone Mini, moi j'y crois. Une petite question pour conclure sur l'iPad, Fanny, ou pas du tout? Non, il n'y avait pas de questions. On va avancer alors. Sur l'iPad. Alors sans transition, un article qui a beaucoup fait parler de lui cette semaine, et pour une fois il vient de France, c'est le quotidien économique Les Échos qui l'a publié la semaine dernière. L'article et le titre déjà donne le ton. Tim Cook fragilisé. Le patron d'Apple serait donc moins à l'aise pour assurer l'avenir au sein de l'entreprise. Je vous donne quelques exemples de ce qui a été mis en lumière par Les Échos. Ils mettent donc en avant des querelles internes. Je cite, « Apple aujourd'hui, c'est la Yougoslavie après la mort de Tito ». Cette phrase, elle est prononcée par un fin connaisseur d'Apple, je cite, qui aurait l'habitude de fréquenter Cupertino. Il est parfois difficile, je cite encore, d'organiser une réunion avec 2 dirigeants d'Apple sur un sujet qui leur est commun, tant l'animosité entre certains d'entre eux est forte. Alors on décrit un Phil Schiller, les Échos décrivent un Phil Schiller très loyaliste, très proche de Tim Cook, et par contre un Johnny Ive qui lui aurait plus des velléités peut-être de prendre, c'est sous-entendu, le pouvoir. Quelle est votre impression? C'est assez étonnant comme révélation, puisqu'on avait plutôt le sentiment que ça correspondait plutôt à une période passée d'Apple, du temps où Scott Forstall était encore là, et on avait le sentiment que c'était lui qui mettait plutôt qui mettait le venin dans les relations au sein d'Apple. Alors ce que tu dis par rapport à ce papier, c'est que ces infos, si c'en sont, et j'en suis pas certain, ne sont pas nouvelles, puisque Capital, il y a peut-être 2 ou 3 mois, c'était juste avant l'éviction de Forstall, fait un papier sur le thème, chez Apple, on a la réunionnite aiguë, mais en même temps, plus personne s'entend, etc., etc. Le papier était assez long, j'ai pu le lire en tête, mais tu peux le retrouver sur le site du magazine. Il est assez long, je pense qu'il faisait un bon 4 pages. Moi, ça me donnait l'impression de mélanger beaucoup d'inventions avec quelques vérités, si tu veux, histoire de donner du poids au papier, des vérités connues, et mélanger avec des trucs, des espèces de fantasmes. Maintenant, Tim Cook, lui, dans ses 2 dernières interventions chez MSNBC et Fortune, sans qu'on lui pose la question, a dit exactement le contraire. Alors, qui il faut croire, je ne sais pas, mais pour lui, on s'entend bien chez Apple, on fait une réunion le lundi matin, on a un genre de conseil des ministres le lundi matin où chacun expose ses avancées sur ses projets et tout le monde se quitte bon copain et on travaille la semaine. Donc, je ne sais pas, voilà. En tout cas, Jonathan Ive est le grand gagnant, monsieur, de cette réorganisation qu'a instillé Tim Cook et par l'éviction de Scott Forstall, parce que maintenant il dirige tout le design, aussi bien matériel et logiciel, et c'est un designer avant tout, avant d'être un PDG. Moi, je crois qu'à terme, il pourrait être un bon patron pour Apple, mais c'est peut-être encore un peu tôt. Non, moi je crois toujours pas qu'il peut être un bon patron pour Apple. Par contre, moi je trouve que c'était une bonne idée, un vrai risque que Tim a pris en lui donnant l'intégralité du design. Et matériel ça me plaît et plutôt. interface. Ouais, maintenant, c'est certes une nomination, mais c'est surtout pour lui un sacré poids. Et tu sais, il ne doit pas beaucoup dormir. Hein. Non, maintenant, quant à cet article, écoute, figure-toi que dans ma vie, je connais 2-3 journalistes, des biens et puis des moins bien. Je te remercie. Et je vais être super clair. Je pense qu'aujourd'hui, Apple est un sujet pour les journalistes, pas vous, bien sûr, qui fait vendre du papier et du kilo-octet d'articles électroniques. Je reprends pour mémoire un article qui m'a, et ça m'arrive pas souvent avec ce titre-là, qui m'a un petit peu révolté, c'est un bien grand mot, mais qui m'a vraiment un peu dégoûté. C'est un article sur l'édition numérique du Monde que j'avais retweeté, où un gars se pointe, un journaliste du Monde, il se reconnaîtra, et nous fait un article incendiaire en crachant sur Apple, en crachant sur, une fois de plus, l'obsolescence programmée, en crachant sur le fait qu'Apple dépense des tonnes d'argent à faire de l'innovation qui ne sert à rien, de l'innovation qui nous coupe des vraies valeurs, de la communication entre les gens, etc. L'article est en plus moraliste. Voilà, et il fait cet article à base de quoi? D'un iPhone 6 qui aura un picoprojecteur pour diffuser PowerPoint. C'est original comme concept. Voilà.
Donc, ce journaliste du Monde, il fait même pas office de prospective, il sait que personne ne connaît rien sur les futurs produits d'Apple, et il fait un procès d'intention sur un produit dont on n'a même pas encore eu véritablement des rumeurs. Donc je me méfie beaucoup de ce qui est dit sur Apple. Qui s'engueulent entre eux là chez Apple, bah oui, ça c'est sûr, et je pense que c'est même normal, je pense que c'est comme dans tous les vieux couples, c'est quand on s'engueule plus, que ça devient grave, c'est soit que tu es passé en régime autocratique et le patron ou la patronne impose des vues tellement fortes que tout le monde se la ferme, et ça je l'ai vu. C'était Steve Jobs. Ça je l'ai vu. Ou alors tout le monde se barre. Mais quand ça s'engueule, c'est au moins encore qu'on se dit les choses. Et c'est ce qui a failli coûter la vie à BlackBerry, Monsieur X. Donc t'as parfaitement raison là pour le coup. Voilà, c'est quand le patron de BlackBerry a dit non, on va continuer à faire comme on faisait avant, alors qu'en interne, tous les ingénieurs disaient mais il est fou, on va dans le mur et en plus on klaxonne même pas. Voilà, ça a failli leur coûter la vie. On va voir comment ils rebondissent. Mais ouais, ils ont fini par partir les deux fondateurs. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, quand on connaît un petit peu le personnage de Johnny Ive de l'extérieur, encore une fois. Enfin, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui manœuvre en coulisses. C'est pas un Steve Jobs en puissance. Lui, on sait ce qu'il passionne. Il aime avoir sa liberté. On le voit mal manigancer contre Tim Cook. Et je pense que c'est un peu trop binaire d'imaginer un Phil Schiller loyaliste et un Johnny Ive, je dirais, qui fait des investigations. Mais encore une fois, il peut y avoir effectivement une tentative de putsch au sein d'Apple, mais pas forcément. Non, mais il est certainement pas parfait. Ouais. Pas forcément de la part de Johnny Ive, je pense pas. Mais non, il est certainement pas parfait. Ouais, il est certainement pas parfait, mais moi, en 7 ans chez Apple, je n'ai pas entendu qui que ce soit dire un mot plus haut que l'autre à propos de Jonathan Ive. Parce qu'il est discret, c'est vrai, mais parce que certainement c'était pas quelqu'un qui cherchait à s'imposer au-delà de son périmètre ou à faire de la politique plus que de nature. Sur les autres, tous ceux qui sont encore là, même si on ne prête qu'aux riches, même s'il y avait beaucoup de légendes et de téléphones arabes et de bruits de couloir, ils ont tous la hotte bien chargée, quoi. Et Phil Schiller a commencé par lui, et là je peux peut-être un peu plus témoigner parce que j'ai eu l'occasion de me confronter à lui. C'était le pot de fer contre le pot de terre. Mais lui, c'est sûr que là, en termes d'humeur, c'était pas quelqu'un de très agréable. Hein. C'est vrai que pour en avoir parlé avec des anciens d'Apple, d'autres que Monsieur X, et notamment des gens qui ont dirigé Apple France, donc ils n'étaient pas très nombreux, beaucoup de gens au sein de Cupertino se prenaient un petit peu pour Steve Jobs et réagissaient un petit peu à sa manière, d'une manière un petit peu virulente, d'une manière un petit peu... sévère et très très dur envers ses salariés, et ils n'étaient pas à Steve Jobs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément cette valeur ajoutée qui d'ailleurs même Steve Jobs ça ne se justifiait pas, mais c'est vrai qu'il y avait ce mimétisme. Alors, il serait intéressant, j'aimerais bien être une petite souris pour être au sein d'Apple pour savoir ce qui se passe aujourd'hui. Nous aurons là encore une fois la réponse dans les prochaines semaines. Une chose qui n'a rien à voir avec Apple, quoique allez savoir. C'est vrai que l'histoire de ce constructeur d'ordinateur est intimement liée également à celui d'Apple, puisque souvenez-vous, il y a 20 ans, quand Apple était au cœur de la tempête, quand Steve Jobs est revenu, un fabricant d'ordinateurs a dit arrêtez avec Apple, vendez et remboursez les actionnaires. C'était Michael Dell qui aujourd'hui tenterait de privatiser son entreprise, en clair de racheter ses actions pour la sortir de la cote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut plus vendre des ordinateurs et être coté en bourse? Qu'est-ce que c'est cette stratégie, monsieur Hick? Moi je n'y comprends rien. Non, c'est simplement certainement qu'il a envie de reconfigurer son entreprise. Comment, on ne sait pas. En tous les cas, il y est toujours attaché, même si opérationnellement il était plus impliqué, et que ça passe par racheter des parts pour pouvoir reconfigurer l'entreprise avec l'aide d'autres investisseurs. On a parlé notamment de Microsoft. 2 milliards de dollars. Microsoft serait prêt à mettre 2 milliards de dollars sur la table. Et de donner un nouveau souffle à cette entreprise. Ou alors c'est purement financier, il veut racheter des actions pour faire repartir le cours, mais je pense que c'est plus une question de reconstituer un pool d'actionnaires pour peut-être refaire quelque chose de l'entreprise. Alexandre, ça t'a... On va demander à Rodrigo. Oui, la semaine prochaine. Alexandre, qu'est-ce que ça t'a inspiré de cette volonté de se dire pourquoi aujourd'hui, quand on a des actionnaires au sein d'une entreprise, on n'a pas cette indépendance-là qui ferait qu'on ne pourrait pas produire les produits qui ne correspondent pas forcément au canon du marché? Il y a surtout une chose, c'est que je ne suis vraiment pas un spécialiste de la bourse, mais bon, Dell, elle est quand même pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque je ne sais plus à combien est le cours, mais était avant cette annonce, mais il est assez bas. Aujourd'hui, Michael Dell essaye de reconfigurer et
d'obtenir 51% du capital en son nom, d'après une brève que j'ai lue là juste avant l'enregistrement, je crois sur Reuters, quelque chose comme ça. Bon, il y a évidemment le côté sarcastique de la chose, comme tu as dit tout à l'heure, rendez l'argent, etc. Puis c'est maintenant exactement ce que lui va faire. C'est exactement ce que lui va faire. Hein. Il va. Alors, le terme privatisé, il faut faire attention, hein, parce que ça, c'est un terme français. C'est-à-dire que voilà, c'est pas. Dell est une entreprise nationalisée, mais une entreprise publique au sens américain du terme, c'est-à-dire en bourse, hein, cotée, donc ouvert à l'actionnariat public, et elle serait donc désormais sortie de la bourse et donc uniquement constituée d'actionnaires privés. Donc voilà, le titre serait plus coté. Qu'est-ce que ça m'inspire d'autre ? Bon, c'est que Microsoft sauve Dell après avoir sauvé Apple, ce serait assez rigolo. Oui, écoute, encore une fois... Merci Microsoft. Merci Steve. Alors, Dell apparemment coûterait beaucoup plus cher à Microsoft que Apple il y a 15 ans de ça, hein, mais voilà, c'est assez marrant. Oui, mais en même temps, Microsoft a le cadre, monsieur. Voilà, je te coupe. Microsoft, s'il change de stratégie, a peut-être besoin de pouvoir fabriquer des ordinateurs. Voire des tablettes. Oui, parce que Dell, ils en fourguent un paquet de licences Windows. Donc, de la même manière, ce qui pourrait être assez extraordinaire, hein, mais bon, là, c'est de l'ordre du fantasme, c'est que moi, j'estime aujourd'hui que Microsoft a racheté Nokia. Hein. Ils ont sauvé Nokia, ils ne l'ont pas racheté, mais c'est juste pour faire genre. Mais Nokia, à terme, je pense qu'il y a toujours une option pour que ça devienne la division téléphone mobile, smartphone de Microsoft. Ça pourrait être la même chose avec Dell. Hein. Et Microsoft fait bien ses propres tablettes aujourd'hui. Ça veut dire que Microsoft... Donc, réintégrer complètement la fabrication système d'exploitation et hardware. Ils ont déjà les tablettes, ils ont les smartphones avec Nokia, ils ont les PC avec Dell. Ils font un énorme géant comme ça qui s'appelle The New Microsoft et qui est plus gros qu'Apple. Microsoft comme The New iPad. Sachant qu'il redeviendrait, il deviendrait non plus un simple éditeur, hein, entre guillemets, simple éditeur de logiciels et de systèmes d'exploitation, mais un fabricant d'ordinateurs et d'éditeurs de systèmes d'exploitation, à l'instar d'Apple, qui maîtrise le matériel et le logiciel, qui lui apporte une vraie valeur ajoutée sur le marché aujourd'hui. Ouais, et moi je le vois comme ça, cette histoire de Dell. Ils ont déjà Nokia, enfin les tablettes, je me répète, et là c'est la dernière pierre, et ils peuvent se comparer totalement à Apple. Et dynamiser ce marché qui est un peu atone aujourd'hui en mettant l'innovation, en mettant des fonctionnalités que peut-être d'autres constructeurs étaient moins friands, en allant plus loin peut-être. Et la grande stratégie de Microsoft, c'est peut-être ça, c'est de faire ce puzzle, et la dernière pièce vient d'arriver, elle s'appelle Dell. Une petite question Twitter, peut-être du côté de Fanny. C'est sur une autre marque, justement, dont on a parlé cette semaine, c'est Philips. Ouais. On me demande, il y a Mathieu Chabot qui demande quelles sont les causes de l'arrêt du secteur grand public de Philips. Alors, on allait aborder ce sujet, effectivement, ça a été l'autre annonce cette semaine. Moi qui personnellement en tant que geek m'attriste, l'inventeur du CD arrête de produire des produits hi-fi électroniques. On sait que l'année dernière ils avaient arrêté la télévision Alexandre. Cette année ils arrêtent la hi-fi. Ils vont se concentrer sur le médical et sur le bien-être, hein, tout ce qui est rasoir et des choses comme ça, massage et j'en passe. Voilà, ça t'inspire quoi? Et c'est vrai que comment on peut expliquer ce choix-là? Il y a encore un beau marché quand même. Comment ça s'explique? Eh bien moi je pense que ça n'engage que moi. Philips, qui était, on va dire, une boîte un peu créatrice, est passé à un management purement financier. Et donc, qu'est-ce qui rapporte? C'est le pro et le médical. J'imagine que ça doit bien marger. Sans doute plus que les casques hi-fi, que les docks iPod, etc. Personnellement, je le regrette, comme toi, parce que il y a pas mal de produits Philips de ces derniers temps, ces dernières années, qui étaient de plutôt bonne qualité, avec un beau design, avec un beau design et bien positionné en prix. On a fêté, tu étais là, Olivier, je crois que c'était il y a 3 ans, les 50 ans du casque hi-fi inventé par Philips, et il y avait des produits qui sortent à ce moment-là qui étaient également de bonne facture. Donc voilà, c'est pour moi ce genre de virement définitif et sans appel qui se fait comme ça d'un coup, c'est un peu la marque d'un coup de hache financière dans une division. Voilà. Alors, petite précision, la marque va perdurer, hein. La marque Philips va perdurer, mais ce ne sera plus la propriété, enfin les produits sont produits par Philips. Le japonais Funai qui reprend ça, un peu comme IBM a vendu à Lenovo le droit de faire des ThinkPad PC. Voilà.
Et pendant 5 ans, ils ont le droit d'utiliser la marque, avant que la marque ne disparaisse, j'imagine, ou à moins qu'ils reconduisent la licence. En clair, Philips va devenir une licence en matière d'électronique. Ils ont fait la même chose pour la télévision. Quand vous achetez une télévision Philips, ce n'est plus une télévision. Si, c'est une télévision Philips, elle a été conçue par Philips, mais ce n'est plus une Philips. C'est un fabricant chinois aujourd'hui. Monsieur, qu'est-ce que ça t'inspire à ton tour ? Es-tu d'accord avec l'analyse d'Alexandre ? Bon, d'abord, moi, ça me trouve le cul parce que mon père a travaillé 35 ans chez Philips. Donc, si j'ai fait des études et que j'ai mangé quand j'étais jeune, c'était quelque part grâce à Philips. Bon, ça m'attriste en tant qu'amoureux de la technologie parce que, bon, tu parlais du CD. L'inventeur du CD, bien sûr. Ouais, ils ont inventé tellement de choses. La cassette avant audio, c'était eux. Une légende disait qu'à chaque fois qu'une cassette audio se vendait dans le monde, Philips touchait 1 centime, quoi. Voilà, moi j'ai travaillé dans une start-up qui pressait les premiers CD avec des machines professionnelles Philips. Enfin, c'est tout cet univers hi-fi, télé, etc. Qui disparaît. Et je suis complètement d'accord pour l'avoir pas vécu de l'intérieur, hein, mais pour avoir entendu mon père en parler. C'est une découpe par appartement avec une logique purement financière. Il l'avait fait déjà en revendant Deutsche Grammophon, etc., tous les investissements qu'ils avaient fait dans les médias. Et puis après, ça a été pas mal de choses qu'ils ont dégagées. Il y a l'électroménager, il faut s'en souvenir, qui a été vendu à l'américain Whirlpool. Dans les années 90, oui. Ouais, il y a eu toute la partie téléphonique qui a été dégagée. Et puis après, là, ils ont vendu la partie télé. Il faut savoir que Philips était l'entreprise qui avait fait le plus au niveau de la technologie de TV pour ce qui était les tuneurs de réception. En termes de tuneurs analogiques et tuneurs numériques, c'est eux qui maîtrisaient cette technologie-là, c'est eux qui ont révolutionné la technologie de la télé quand ils ont vendu leur partie télé. Moi, ça m'a fait un choc. Et le choc, il était surtout là. Maintenant, là, tout ce qui est dock, iPhone, iPad, radio, cassette, etc., c'est la queue de distribution et c'est chronique d'une histoire annoncée. Mais c'est un peu triste. Maintenant, il faut mettre ça en perspective avec un chiffre. C'est une stat que j'ai toujours en tête, que j'utilise de temps en temps quand je donne des cours. Si tu prends l'indice américain boursier qui s'appelle le S&P 500, qui cote et qui suit les 500 plus grosses entreprises américaines en termes de capitalisation boursière, tu les prends en 1957, l'année de la création du S&P 500, et tu prends la même photo en 2000, et tu t'aperçois qu'uniquement 17% des 500 plus grosses entreprises américaines ont survécu. Voilà. Et qu'entre les deux, plus de 80% sont mortes parce qu'elles n'ont pas vu les choses arriver. Paname en est un exemple. Alors, Philips va continuer à exister parce qu'il s'adapte. C'est l'histoire un peu aussi qu'a vécu IBM. C'est peut-être ça qui permettra de faire survivre la marque Philips, mais ça sera plus le Philips qu'on a connu, et ça pique un peu. Oui, c'est différent. Sachant qu'IBM s'est concentré sur le logiciel et l'entreprise. Il n'a pas abandonné le secteur de l'électronique, ce que va faire plus ou moins Philips, qui lui va se concentrer sur les lampes, le médical, c'est l'électronique bien sûr, mais plus grand public, et le bien-être. En tout cas, ça montre que on ne peut pas uniquement écouter le marché, hein, que le marché ne décide pas forcément, n'a pas forcément la bonne vision pour décider quelles seront les futures tendances du marché et des produits. Ça demande du courage, du long terme, et voilà, donc c'est intéressant de replacer ça par rapport à la tempête boursière que rencontre en ce moment Apple. Je vous propose qu'on passe tout de suite à vos coups de cœur. Allez, place au coup de cœur. On commence tout de suite par le charme de cette émission, à savoir Fanny Boutan, bien sûr. Alors moi, mon coup de cœur, c'est une application qu'on a testée hier soir lors des 10 ans de la Fanny's Party. C'est Evergig. C'est un site internet et une application pour l'instant sur iPhone, bientôt sur Android. Ça permet, lorsque vous êtes sur des concerts, de filmer. Et toutes les personnes qui vont filmer dans la salle, ils vont récupérer le flux de toutes les vidéos que vous allez retélécharger sur le site. Ils vont refaire le concert en multicaméra à partir des vidéos qui ont été tournées à partir des smartphones. Bien. Et c'est super sympa. Nous, hier, on a un petit concert avec une petite chanteuse qui s'appelait Elise and the Cats. Et donc, tous les geeks de la soirée ont pu filmer le concert et ont uploadé les vidéos. Et d'ici demain, on va avoir le concert retransmis de la Fanny's Party, justement. Sous différents angles. Grâce à Evergig. Et sous différents angles. Sous plein d'angles différents et sous plein de formats différents. Voilà, donc je trouve ça très très sympa parce que ça permet aux gens qui ne sont pas présents à un événement et dont l'événement n'est pas filmé professionnellement de voir ce concert après en rediff gratuitement. D'accord. Merci Fanny. Monsieur X, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors là, Olivier, ouvre bien tes oreilles. Là, j'ai le coup de cœur parfait. Tu vas juste pleurer
de pas l'avoir découvert avant moi. Bah, tiens. Alors mon coup de cœur, c'est un coup de cœur corse. Non. Il vient de Corse. Non. Ouais, absolument. C'est pas possible. C'est une application pour iPhone. Alors iPhone 5, ça je suis sûr puisque je l'ai testé. Je pense que ça marche avec iPhone 4S et iPhone 4. Et c'est un coup de cœur qui m'a été suggéré par une de mes collègues qui est corse. Rien de se perd, tout donc tu vois, je travaille avec des gens bien. Ouais. Et cette application, elle est mariée ? C'est une application oui. Mince. Non, je plaisante. C'est une application de photographie pour iPhone 5. Et qui permet de faire des panoramas. Alors jusque-là... T'as pas le droit de parler de cette application. Alors là, bon, jusque-là... non, pas cette application. Panorama, bon. Mais cette application, elle s'appelle Cycloramique, et ce que je trouve qu'elle a de... Non, t'as pas le droit d'en parler, Ce que je trouve qu'elle a de sympa, Cycloramique, d'accord, c'est qu'en fait, elle utilise le vibreur de l'iPhone. Fantastique. Ouais. Elle utilise le vibreur de l'iPhone pour faire le panorama à votre place. Alexandre. En gros, vous posez le téléphone en vertical sur une table, vous déclenchez Cycloramique, l'application fait vibrer le vibreur, et ça décale et ça fait tourner l'iPhone à une vitesse régulière, et ça prend le panoramique en automatique. C'est juste génial, et le résultat est très sympa, et c'est d'une simplicité enfantine, hallucinante. C'est fun, c'est beau, c'est corse, et je vous mets le lien de l'article qu'a fait Corse Matin sur le sujet, c'est énorme. Et qui interviewe le créateur de cette appli. Moi j'ai trouvé ça absolument génial. Bien. Voilà. Alors je finis juste par un tout petit truc beaucoup moins long. J'augmente ou je rectifie mes coups de cœur du numéro précédent. Il y a un de nos amis sur Twitter qui s'appelle Patatoor, qui m'a dit qu'il avait réussi à installer Windows 8 sur son Mac, même si Apple ne le supporte pas. Il suffit d'installer Windows 7 avec Bootcamp et après d'upgrader Windows 7 par Windows 8. Donc ça marche, même s'il n'y a pas de driver optimisé livré par Apple pour ça, mais ça marche très bien. Donc bravo, je ne l'ai pas fait, mais bravo. Et puis je me plaignais qu'il n'y avait pas de dock pour iPhone et le connecteur Lightning. Alors c'est vrai qu'Apple en fait pas, mais il y en a plein qui en font. Oui, bah je vais citer au moins un modèle qui m'a été suggéré par une autre personne qui est aussi sur Twitter, qui est Usty, et qui est Equivoque Design. Donc je mettrai ça aussi en coup de cœur. JBL je l'ai en pas fait essayé, aussi, mais je l'ai trouvé très beau. JBL en fait aussi. Très beau. Bon, et vive la Corse, hein. Vive Cycloramique. Tu me mets dans la crotte, Monsieur X, puisque le produit, on le connaît, bien entendu, puisque Nicolas... Ah merde, je savais pas. Nicolas t'es le premier à nous en parler, figure-toi, moi je ne le connaissais pas. Ouais. Et on va faire quelque chose de spécial dans le prochain Écriade, c'est ça, Alexandre? Oh bah merde. Non, c'est pas ça. Alors, en fait, l'histoire, c'est pas ça, c'est que moi j'ai découvert cette appli hier soir c'est toi à la Fanny's Party, parce que Nicolas, donc notre chef vénéré, me l'a montré, m'a dit regarde, j'ai un truc à te montrer, c'est génial et tout. Je suis resté scotché devant le truc parce qu'effectivement tu poses l'iPhone sur une table, tu déclenches. Mais ça fait une semaine que je joue avec. Voilà. Et c'est absolument fantastique. Et il m'a dit mais t'en parles pas parce que je me casse le cul à trouver des applications pour écrire, et celle-là je l'ai vue encore nulle part. Donc j'aimerais pas que Nicolas, si tu nous écoutes, spécial dédicace. Moi j'ai une mafia corse à mon bureau. Donc, et alors juste puisque maintenant on en a parlé, je vais juste corriger un petit truc. Monsieur X. Alors la fonction vibreur automatique ne fonctionne que sur l'iPhone 5. Par contre le mode panorama manuel fonctionne sur les autres également, mais là il faut tourner soi-même. Mais avec le vibreur ça ne marche que sur le 5. Donc moi mon coup de cœur c'était aussi une application de photo que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, qui est assez sympa. Je ne sais pas si vous connaissez déjà Diptyque, qui est une application de photo qui permet de faire des patchwork assez facilement. Il y en a une assez nouvelle qui s'appelle Momentia, qui est fait par des Français qui sont exilés aux États-Unis depuis quelques années, et qui permet de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire de composer des patchwork. Alors on peut choisir sa mise en page, simplement en appuyant là. Et alors la différence avec les autres, c'est que là on prend directement dans l'application, hop, on tape sur un autre, on fait comme ça son petit patchwork et on le partage en 3 secondes sur les réseaux sociaux. Ça marche très très bien, et en plus elle est gratuite. Voilà, la boîte qui fait ça s'appelle MadBits.
Bien, merci Alexandre, encore désolé pour notre Aïcha vénéré, j'avais promis de ne pas en parler non plus, mais c'est Monsieur X qui a dégainé le premier. Et en plus, je suis ravi que l'application soit corps, je suis fier. Waouh, super. Comme quoi, on peut parler autrement. Mais précipitez-vous sur cette petite appli qui coûte 89 centimes, cycloramique, qui est vraiment fantastique. Et c'est une application que Samsung ne pourra jamais faire avec son design parce que un Galaxy S3, ça tient pas debout. C'est tout les tocards. Alors, mon coup de cœur, c'est également une application. Vous la connaissez beaucoup déjà pour ceux qui nous regardent. C'est l'application, bien sûr, dont refait le Mac. Elle a été mise à jour enfin cette semaine. Ça fait 3 mois qu'elle a été déposée chez Apple. Ils nous ont bien fait baver pendant 3 mois pour changer plein de choses dans l'application, notamment des choses qui étaient liées au design de l'application. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de reprendre des éléments comme une souris, une connexion dock ou carrément un iPad. On n'a pas le droit de présenter ça dans une application. Voilà, maintenant c'est soumis à une interdiction, alors que la précédente version, ils avaient autorisé de le faire, plus maintenant. Elle est enfin là. Les nouveautés, c'est quoi? C'est bien sûr la compatibilité avec l'iPhone 5 et l'iPod Touch 5G. Donc vous pouvez lire maintenant les vidéos en plein écran sur l'écran 4 pouces de l'iPhone 5 et de l'iPhone 5G. Elle est plus rapide, elle est plus stable. Donc je vous invite vraiment à la télécharger. Alors attention, il y a 2 versions de cette application. Il y a une version qui s'appelle On refait le Mac, qui est réservée aux anciennes versions d'iOS avant iOS 5, c'est-à-dire iOS 4, iOS 3. Et celle-ci existe encore, elle n'a pas été mise à jour. Et la nouvelle s'appelle ORLM, comme On refait le Mac. Donc je vous invite à la télécharger et à soutenir On refait le Mac. Voilà, merci mesdames, messieurs d'avoir participé à ce 126e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouverez Fanny très bientôt dans On refait le Mac dès la semaine prochaine. Et très vite dans une Fanny's Party, elle est prévue pour le mois prochain, je crois, Fanny. Non, au mois de mars. Au mois de mars, il va attendre le printemps. Oh, c'est loin. Ouais. Oh, très bien. Ok, merci Fanny, à la semaine prochaine. Vous retrouvez Alexandre chaque semaine, chaque mois dans magnifique magazine. Regardez comme il est beau. Le magnifique magazine à écrire. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce mois-ci dans ce beau magazine Alors, écoute, puisque tu montres la couverture, le principal est dessus. Une fois question pour effectivement tous ceux qui hésitent à passer au Mac avec des questions assez récurrentes sur la chose. On revient un peu sur iTunes 11 et puis il y a un petit truc qui est assez demandé en ce moment, c'est le VPN, comment ça marche, à quoi ça sert, est-ce que moi je peux en avoir en tant que particulier, et on y répond, on explique que c'est pas plus compliqué que d'ouvrir un compte mail et que ça peut être très utile. Voilà. Et c'est vrai Alexandre, à ce propos, j'ai lu complètement l'article dans iCreate et vous donnez pas le nom des services de VPN que vous avez testés. Alors en fait, voilà. On en donne je le veux bien en MP. Alors, en fait, on a pris alors on n'a pas fait un comparatif des VPN, c'est que ce soit clair. On a simplement expliqué comment ça marchait et montré que c'était très simple à mettre en place. On a donné le nom de celui qu'on a choisi très arbitrairement, en se mettant dans la peau de quelqu'un qui cherche un service. Voilà, en fonction des tarifs, de la bande passante, des restrictions, parce qu'il y en a aussi, etc., des possibilités proposées. Et donc celui qu'on a choisi s'appelle le VPN, tout simplement, qui fonctionne sur abonnement, qui est pas très très cher. Voilà. Et qui correspond à ça mériterait peut-être un petit test produit dans un futur numéro. Bon, on y viendra. Ok, on va en parler à clic de droit. Si je puis me permettre. Ouais, tout à fait. Non, et puis au-delà, Alexandre, il correspond, je dirais, il répond aux principaux besoins d'un VPN aujourd'hui. Ceux qui veulent faire un petit peu de téléchargement, ça sert à ça. Ceux qui veulent, par exemple, qui sont globetrotters, qui veulent regarder la télévision via les applis iPhone, par exemple, de Canal, alors qu'ils sont à l'étranger, parce que absolument, parce qu'il faut rappeler qu'on configure un VPN sur son iPhone comme sur un Mac, très simplement en quelques clics et en renseignant 2-3 adresses, et voilà. Et bien sûr, vous retrouvez Monsieur X chaque semaine dans On refait le Mac, qui sur son Twitter @TrueMrX. Et quant à nous, non, mais si. Moi je pars en Corse la semaine prochaine. Tu vas en Corse? Parce que c'est la nouvelle terre de l'innovation, donc je vais immigrer là-bas. Bien sûr, la nouvelle Silicon Valley. En plus, il paraît que les filles sont faciles, donc. Mais ça, c'est un tempérament insulaire, que les îles sont plus grosses. Assez, je vous demande de vous arrêter. Vous savez ce qu'on dit sur les petite parenthèse, vous savez ce qu'on dit sur les Ajaxiennes aux touristes qui débarquent en Corse,
Non. N'essayez pas les draguer car même nous on n'y arrive pas. Voilà. Et puis pour la Silicon Valley, c'est vrai qu'on est des vrais spécialistes en Corse, notamment en matière de plastique. Voilà, c'était un jeu de mots à 3 francs 6 sous, mais c'est pas grave. Et en tout cas, ça fait plaisir de parler de la Corse différemment que par des événements pas très drôles en ce moment. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura l'équipe habituelle au complet. On parlera plein de choses. Vous verrez, ce sera passionnant. À la semaine prochaine. Au revoir.